Le vacarme s'est enfin dissipé. Saint-Tropez, ce village qui ne pulse d'ordinaire que par les excès de gloire et de décibels, gît désormais sous une chape de plomb écrasée par le deuil. Il est tôt l'aube, peine à percer, et une brume saline froide et pénétrante remonte de la baie des Canoubiers pour lécher les murs de pierre sèche de la propriété la plus mythique de l'Hexagone. Devant le grand portail de bois dont le vernis a été rongé par des décennies d'embrun, une silhouette solitaire se fige le col de son manteau relevé contre la bise hivernale. C'est Nicolas. Pour la première fois depuis un demi-siècle, il n'est pas là en visiteur toléré ni en invité furtif entre deux vols pour la Norvège. Il se tient là en fils. Un fils face à un abîme vertigineux. Hier encore, ce lieu était l'épicentre du monde médiatique. Les objectifs de la planète entière violaient l'intimité de ses murs, les fans érigeaient des autels de fleurs et les chants liturgiques saturaient les ruelles. Aujourd'hui, il ne reste que le vide, un silence physique dense presque agressif. C'est le mutisme d'une forteresse dont le commandant a définitivement déserté le poste. La madrague sans lame de Brigitte ressemble à un vaisseau fantôme échoué sur le sable froid. Nicolas sort une clé de sa poche. Ce simple morceau de métal pèse une tonne dans sa paume engourdie. Il hésite. Franchir ce seuil, c'est accepter la réalité brutale de l'absence. C'est admettre que la gardienne du temple ne surgira plus pour aboyer ses ordres ou rire de cette voix rocailleuse qui a fait trembler les hommes. Il fixe le panneau « Attention chien méchant », délavé par le soleil relique d'une époque où elle mordait plus férocement que ses molosses. Il inspire une bouffée d'air mêlé d'iode et de résine de pin, insère la clé dans la serrure rouillée par le sel. Le mécanisme résiste comme pour protéger un dernier secret avant de céder dans un claquement sec qui résonne comme un coup de feu dans la torpeur matinale. Il pousse le lourd battant. Il entre. Une fois le seuil franchi, Nicolas pénètre dans ce qui fut le jardin d'Éden de sa mère, mais qui, sous la lumière crue de l'hiver, ressemble à un paradis perdu. La végétation jadis si anarchique et joyeuse semble s'être figée dans une grisaille minérale. Les herbes folles qu'elle refusait obstinément de couper au nom de la liberté sauvage courbent désormais l'échine sous le poids d'une rosée glaciale. L'odeur entêtante du mimosa, ce parfum sucré qui collait à la peau de Brigitte comme une seconde nature, flotte encore dans l'air, mais il a tourné à l'aigre, rappelant l'eau croupie d'un vase où des fleurs coupées auraient été oubliées trop longtemps. Les bambous qui chantaient autrefois au moindre souffle se dressent maintenant comme les barreaux silencieux d'une prison végétale. Mais le plus déchirant ici, ce n'est pas la flore qui se meurt, c'est la faune qui attend. Au détour d'un massif de lauriers roses, Nicolas croise les regards de ceux qui restent. Ils sont là, les orphelins à quatre pattes. Quelques chiens, les privilégiés, qui avaient droit de cité au plus près de la maison, sont couchés à même la terre battue prostrée. Ils ne jappent pas à l'approche de l'intrus. Ils lèvent à peine la tête lourde d'une apathie nouvelle. Leurs yeux sont voilés d'une incompréhension tragique embuée par l'absence. Depuis plus de 2 semaines, ils tendent l'oreille, guettant le bruit caractéristique de sa béquille sur les dalles de pierre, le timbre de cette voix qui les appelait pour la gamelle. Un vieux chat noir borgne trône sur le banc en teck où elle passait ses après-midi à scruter l'horizon marin. Il semble monter une garde dérisoire et éternelle sentinelle d'un royaume vide. Nicolas sent sa gorge se nouer. Il réalise l'ampleur du désastre affectif. Ce ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ce sont les membres d'une famille décapitée, les courtisans fidèles d'une reine disparue. Ils errent dans ce domaine clos comme des âmes en peine, cherchant une odeur qui s'estompe jour après jour. En traversant ce jardin silencieux, le fils de la star se sent minuscule, écrasé par la fidélité absolue de ces bêtes qui l'observent passer sans haine, mais avec une tristesse infinie, comme s'ils savaient déjà, dans leur instinct animal, que personne ne pourra jamais la remplacer. Nicolas pousse la porte d'entrée de la bâtisse principale. L'air à l'intérieur est confiné, immobile, chargé de cette odeur indescriptible des vieilles demeures de bord de mer qui se referment sur elles-mêmes, un mélange complexe de cire d'abeilles, de bois séché par le sel de poils de chien et d'une trace infime presque imperceptible de fumée de cigarettes froides. Il traverse le grand salon, cette pièce mythique aux tommettes rouges polies et usée par le passage de tant de pieds de nus célèbres de Vadim à Gainsbourg. Les volets sont mi-clos, laissant filtrer des raies de lumière poussiéreuse qui dansent dans la pénombre comme des spectres d'un passé glorieux. Les canapés recouverts de tissus provençaux fanés semblent attendre des invités qui ne viendront plus jamais s'y affaler. Mais Nicolas ne s'attarde pas sur ce décor de théâtre abandonné. Il a un rendez-vous précis.
un rendez-vous avec le cœur du réacteur. Il se dirige vers le couloir sombre qui mène à la chambre du rez-de-chaussée. C'est là qu'elle vivait recluse ces dernières années, ses jambes refusant désormais de gravir les étages. Il s'arrête devant la porte en bois peint où la peinture s'écaille par endroits révélant les strates du temps. Sa main tremble légèrement avant de se poser sur la poignée de porcelaine froide. Il a le sentiment violent d'être un profanateur, un intrus s'apprêtant à violer un sanctuaire interdit. De son vivant, cette chambre était son royaume absolu, sa tanière, un lieu où peu d'humains étaient admis. Y entrer maintenant sans y avoir été invité lui semble presque sacrilège. Il tourne la poignée. La porte s'ouvre sans un grincement comme si elle l'attendait depuis toujours. Le choc visuel est immédiat. Ce n'est pas la chambre d'une star internationale. Ce n'est pas un boudoir de cinéma capitonné de soie. C'est la chambre d'une vieille dame petite, encombrée presque monacale dans sa simplicité déconcertante. Le lit, un simple cadre de bois, trône au milieu de la pièce face à la fenêtre qui donne sur la mer. C'est ici que tout s'est arrêté. Les draps ont été changés, tirés au cordeau d'une blancheur immaculée qui contraste violemment avec le désordre organisé du reste de la pièce. Le temps s'est figé ici le 28 décembre à midi. Sur la commode, une horloge s'est tue faute d'avoir été remontée. Partout, c'est l'accumulation d'une vie de combats et de lectures. Des piles de livres écornés s'élèvent comme des tours instables des ouvrages militants sur la cause animale, des biographies historiques, des romans policiers bon marché. Sur les murs, pas la moindre affiche de film, pas de miroir, renvoyant sa propre image légendaire. Non, les murs sont tapissés d'icônes, des photos de chiens disparus, des images pieuses de la Vierge Marie des croix de bois et des dessins d'enfants maladroits envoyés par des admirateurs. C'est un capharnaüm mystique et païen. Nicolas avance à pas de loup sur le tapis. Le silence ici est différent de celui du jardin. Il est dense, habité. On entendrait presque encore l'écho d'une respiration difficile, le bruissement d'une page tournée. Il s'approche de la fenêtre. À travers la vitre, la Méditerranée scintille indifférente au drame. C'était sa dernière vue. C'était son dernier horizon. Nicolas se sent écrasé par l'intimité foudroyante de ce lieu. Il réalise soudain à quel point l'univers de sa mère s'était rétréci pour ne tenir que dans ces quelques mètres carrés. C'était ici son monde, loin des tapis rouges, loin des polémiques stériles. Juste un lit des livres, la mer, et cette solitude choisie qu'il respire maintenant à plein poumon, essayant de décrypter qui était vraiment la femme qui dormait là. Il se tourne enfin vers la table de nuit, le seul recoin de la pièce qu'il n'a pas encore osé affronter. Ce petit meuble de chevet en bois verni, écaillé par les assauts du temps, fut le témoin silencieux de tant d'insomnie. C'est l'autel le plus intime d'une existence. Dessus, le désordre est poignant de banalité humaine, une paire de lunettes de lecture aux verres épais, un tube de crème pour les mains pressées jusqu'à la lie, un verre d'eau ou une bulle d'air est restée prisonnière depuis 2 semaines, et un chapelet en bois d'olivier, lissé par le frottement répété des doigts anxieux. C'est là, dans ce périmètre restreint, que se jouait la véritable vie de Brigitte Bardot, loin des caméras. Une fois les lumières éteintes, le cœur battant à rompre, Nicolas pose sa main sur la poignée du tiroir. Il a l'impression vertigineuse de violer un secret d'État. Que va-t-il exciper de ces ténèbres, des ordonnances médicales, des lettres de fans délirantes? Il tire doucement. Le tiroir coulisse avec le frottement rugueux du bois sec. À l'intérieur, nul bijou, nulle liasse de billets. Il n'y a qu'un fatras d'objets hétéroclites, des coupures de presse jaunies sur le massacre des bébés phoques, des médailles de sainteté oxydées et un vieux carnet à la couverture de cuir rouge. Mais ce qui aimante le regard de Nicolas, c'est ce qui gît tout au fond dissimulé sous le poids d'une Bible. C'est une enveloppe en papier, Kraft, simple vierge, de toute adresse. Elle semble avoir été manipulée 1000 fois. Le papier est fatigué et les fibres sont à nu, les coins cornés. Nicolas la saisit. Elle est d'une légèreté déroutante. Il l'ouvre et en extrait le contenu. Ce n'est pas une lettre testamentaire. C'est une photographie. Et en la découvrant, le souffle lui manque brutalement comme si on venait de le frapper au plexus solaire. Ce n'est pas une photo de lui bébé, cette image iconique et douloureuse du « petit chose » qu'elle avait rejeté dans ses mémoires scandaleux. Non. C'est un Polaroid pris il y a peut-être 20 ans. On y voit Nicolas adulte souriant timidement debout dans la neige immaculée d'Oslo, tenant la main de ses 2 propres filles, Anna et Théa, alors minuscules. Il se souvient de ce cliché avec une précision chirurgicale.
Il l'avait glissé dans une lettre de vœux un jour de janvier, sans trop y croire une bouteille à la mer lancée vers cette Méditerranée lointaine. Il n'avait jamais reçu de réponse. Il pensait qu'elle l'avait jeté brûlé ou simplement ignoré, comme tant d'autres tentatives de rapprochement avortées. Or, la photo est là. Elle a survécu. Elle repose dans le sein des saints à portée de main du lit. Et en l'observant de plus près sous la lumière tamisée, Nicolas remarque un détail qui le foudroie sur place. Le vernis brillant de la photo est totalement érodé à un endroit précis. Sur le visage des petites filles, sur son visage à lui. C'est la trace indélébile d'un pouce. La marque physique de quelqu'un qui a tenu cette image soir après soir, qui l'a caressée obsessionnellement, qui s'y est accroché comme à une bouée de sauvetage dans l'océan de sa solitude. Il retourne le cliché. Au dos d'une écriture tremblée presque illisible, stigmate de la vieillesse et de l'arthrose, 3 mots sont inscrits au stylo bile, mais petit loin. Pas de signature, juste ce constat, un mélange de tendresse infinie et de regrets amers. Nicolas s'effondre intérieurement. Ainsi, elle ne l'avait pas oublié. Elle ne l'avait pas rejeté. Dans le secret absolu de cette chambre forteresse, la femme qui prétendait préférer les animaux aux humains berçait chaque soir l'image de son fils et de ses petites filles. C'était son amour invisible, un amour mutilé incapable de s'exprimer au grand jour, mais un amour qui avait survécu caché comme un trésor honteux au fond d'un tiroir. Cette découverte change tout. Elle ne rachète pas l'absence, mais elle lui donne un sens. Nicolas referme doucement le tiroir. Le clic du bois contre le bois sonne comme la fin d'un chapitre douloureux. Il laisse l'objet à sa place. C'est un secret entre elle et elle-même, une preuve d'amour qu'il n'a pas le droit d'emporter. Il se redresse lentement, le dos courbé par cette révélation, et se tourne vers la fenêtre, embrassant du regard l'étendue du domaine qui s'offre à lui. C'est là que le deuxième vertige le saisit, plus brutal encore que le premier. Après le vertige intime de la filiation retrouvée, voici le vertige écrasant de l'héritage matériel et symbolique. Que va devenir la madrague? La question ne flotte pas simplement dans l'air vicié de la chambre. Elle pèse comme une menace orageuse. Dehors, par-delà les murs de bambou, le monde s'agite déjà. Nicolas sait que les requins de l'immobilier, les oligarques en quête de trophées, et même les instances de l'État ont tous les yeux rivés sur ces quelques hectares de paradis tropéziens. Il imagine les scénarios possibles et chacun lui soulève le cœur. Il voit les vautours encercler la proie. Il visualise la villa transformée en boutique hôtel de luxe, où des influenceuses viendraient prendre des selfies indécents dans la chambre de sa mère, piétinant, sans le savoir, la mémoire d'une femme qui ne cherchait que le silence et l'oubli. Il imagine pire encore un musée, un Graceland, à la française grotesque et bruyant. Il voit les files d'attente interminables de touristes en short, léchant des glaces, achetant des porte-clés Bibi. Yasichkis à la boutique Souvenir installée hâtivement dans l'ancien garage. Il entend déjà le bourdonnement sacrilège des audioguides profaner le chant sacré des cigales. Brigitte aurait haï cela de toutes les fibres de son être. Elle qui avait érigé ses remparts de végétation pour se cacher de la curiosité morbide du monde, elle qui avait fait de cette maison une forteresse imprenable contre la vulgarité de l'époque, ne supporterait pas de la voir devenir une attraction foraine. La madrague n'était pas un palais de stars, c'était un refuge, une arche de Noé échouée volontairement loin des hommes. Nicolas sent le poids écrasant de cette responsabilité sur ses épaules. Même si la Fondation a son mot à dire juridiquement, moralement, c'est lui, le fils, qui porte le fardeau de la décision ultime devant le tribunal de l'opinion publique. Faut-il vendre pour tourner la page? Faut-il conserver pour honorer? En scrutant les murs décrépits, la peinture ocre qui s'effrite, les tuiles moussues qui glissent vers le sol, il comprend une chose essentielle. Cette maison est vivante. Elle est organiquement imprégnée de l'âme de sa mère. Chaque pierre, chaque arbre tordu par le vent a été témoin de ses colères homériques, de ses chagrins insondables, de ses combats désespérés. Vendre la madrague, ce serait vendre Brigitte Bardot. Ce serait dépecer le mythe pour en faire de la monnaie sonnante et trébuchante. Une certitude s'impose alors à lui, froide et limpide comme l'eau de la baie. La madrague ne doit appartenir à personne. Elle ne doit plus jamais être habitée par des humains. Elle doit rester le territoire exclusif des bêtes. Il imagine la maison se refermant sur elle-même, volet clos pour l'éternité, devenant doucement une ruine magnifique, envahie par les ronces et les lauriers sauvages, un palais de la belle au bois dormant, où seuls les chats errants, les goélands et les esprits auront droit de citer. C'est la seule fin digne. Il caresse le montant de la fenêtre. Il ne revendiquera pas ce lieu. Il ne se battra pas pour y habiter l'été.
Il n'y a pas de place pour lui ici. Non pas parce qu'il est le rejeté, mais parce que la maison est déjà pleine. Elle est saturée de l'absence de sa mère. Vouloir y vivre, ce serait cohabiter avec un fantôme trop puissant, trop envahissant. La Madrague est un mausolée, pas une résidence secondaire. Il faut avoir le courage suprême de la laisser mourir doucement, au rythme des saisons protégées par la Fondation comme une vieille reine qu'on laisse s'endormir sans la déranger. Nicolas traverse une dernière fois le grand salon. Ses pas ne sont plus hésitants mais assurés. L'image du Polaroid désormais gravée en lui agit comme un talisman invisible contre la douleur et les regrets. Il ne cherche plus de reproches dans les ombres. Il a trouvé sa paix. Arrivé devant la lourde porte, il se retourne vers l'obscurité protectrice de la maison. « Merci », murmure-t-il simplement. « Merci d'avoir gardé le secret de cet amour caché. » Il tire le battant. Le claquement sec de la serrure marque la fin définitive d'une époque pour l'histoire du cinéma. La Madrague est refermée. Sur le perron, la clé pèse dans sa main. Ce sésame qui ouvre les portes d'un mythe, il choisit de ne pas le revendiquer. D'un geste solennel, il la glisse dans la boîte, aux lettres, à l'attention de la Fondation. Il renonce à l'héritage de Pierre pour ne conserver que l'héritage du cœur. Il n'est pas le châtelain. Il laisse ce rôle aux fantômes. Dans le jardin, il croise le regard des chiens et du vieux chat borgne. Sans troubler leur deuil, il leur adresse une fraternité silencieuse. Veillez sur elle. Vous êtes les véritables gardiens du temple. Franchissant le portail, le contraste est saisissant. Le soleil d'hiver inonde désormais la baie, chassant la brume. Nicolas respire l'air salin soudainement libéré du fardeau d'être le fils mal-aimé. Il sait désormais. Il marche vers sa voiture sans se retourner, laissant la Madrague à sa solitude de forteresse. Il repart vers le nord, vers la chaleur de sa propre famille. Une paix souveraine l'habite, le fil d'or n'a jamais été rompu. La maison retourne au silence. Le fils est enfin libre. Au-delà du silence et des apparences, cette histoire nous offre une leçon bouleversante sur l'indestructibilité du lien maternel. Elle nous enseigne que l'amour d'une mère ne s'exprime pas toujours par des mots bruyants ou une présence constante, mais qu'il peut survivre intact et puissant dans le secret d'un cœur. La découverte de cette simple photographie, usée par les caresses nocturnes, témoigne d'une tendresse qui a su traverser le temps et l'éloignement physique. Ce récit nous apprend qu'il ne faut jamais douter de la profondeur des sentiments, même lorsqu'ils sont invisibles. Ce fil d'or, qui relie une mère à son enfant, est plus fort que les murs et les années. C'est un hymne magnifique à l'espoir et à la réconciliation. Il nous rappelle qu'au fond de chaque solitude, il existe un sanctuaire où l'amour veille patient et éternel, attendant simplement d'être révélé pour apaiser les âmes.